Shekon. Bonjour. Good morning. En ces temps de vérité et de réconciliation, où il importe d'établir les faits historiques, et on entend par les faits historiques des choses qui se sont passées, des faits de réalité, et des choses qui se sont passées, des faits de mentalité, ce que les gens ont pensé. Mais les faits, également, on pourrait ajouter, en citant Umberto Eco, c'est aussi ce qui défie et ce qui résiste aux interprétations, à nos interprétations. Contrairement à ce que pense Donald Trump, les faits alternatifs, ça n'existe pas. Et pour ceux qui, comme Nietzsche, pensent qu'il n'existe pas de faits, mais seulement des interprétations, bien à ceux-là, je leur dis, on ne peut qu'interpréter. Les interprétations ne peuvent être que des interprétations des faits. Alors, dans le contexte de vérité et de réconciliation, on nous instruit, entre autres, que le toponyme Tiohtià:ke serait le nom de lieu autochtone qui désignait historiquement l'île de Montréal et que ce mot serait le nom autochtone approprié pour identifier l'archipel d'Hochelaga. Il apparaît, selon la tradition orale mohawk, que Tiohtià:ke signifierait démembrement, ou encore là où les gens se sont séparés. Selon ce type de document historique, la tradition orale, le toponyme Tiohtià:ke référerait à la dispersion ou au démembrement des populations iroquoiennes qui y ont vécu jusqu'à la fin du 16e siècle ou avant 1600 et qui seraient revenus à Montréal et dans sa région à partir de la seconde moitié du 17e siècle. J'estime que cette interprétation proposée est pour le moins problématique. Et je crois que ça exige de pousser les recherches à ce niveau. Et voyons pourquoi. Alors, le concepteur de cette carte historique de Montréal et de sa région immédiate où le nom apparaît, est Pierre-Louis Morin. Pierre-Louis Morin était un arpenteur géomètre qui était à l'emploi du gouvernement canadien au 19e siècle. Morin a produit son document cartographique en 1884, vraisemblablement à partir des données que lui avait fournies le linguiste sulpicien Jean-André Cuoq. Et dans le cas de Cuoq, en plus de se pencher sur le problème de l'identité culturelle des occupants de la vallée du Saint-Laurent au moment des visites de Jacques Cartier et de Larocque de Roberval, Cuoq possédait une connaissance sans égale, dit-on, des langues autochtones acquises au cours de 51 ans d'apostolat à Kanesatake, ou Deux-Montagnes. Cuoq a établi, entre autres, des lexiques bilingues en langue iroquoise, publiés en 1882, et algonquine en 1886. Ces deux livres comprennent l'ensemble des mots et des locutions
utilisables pour comprendre et parler ces deux langues. Et ces livres constituent aujourd'hui des ouvrages de référence incontournables pour les ethnolinguistes. Or, Kuok nous informe que le nom Tiohtià:ke, origine du mot Teontihuacan, et signifierait un canal. Cette signification du mot Tiohtià:ke est corroborée par un autre prêtre et linguiste du 19e siècle, le jésuite Joseph Marcoux. Alors, Joseph Marcoux, qui a vécu parmi les Mohawks d'Akwesasne et de Kahnawake, mais au total durant 42 ans. Marcoux, à qui Kuok dit avoir beaucoup emprunté pour élaborer son lexique Mohawk français. En effet, Marcoux a rédigé un dictionnaire resté inédit, donc jamais été publié, dictionnaire inédit de la langue mohawk, rédigé en 1824 et 1828. Dans ce recueil monumental de 530 pages, donc c'est un pavé, 530 pages, de format 13 pouces par 8 pouces, de 2 pouces d'épaisseur, pour vous donner l'ampleur, là, et c'est assez systématique et assez complet. Marcoux mentionne dans son dictionnaire, notamment que le suffixe ronon, tout comme le mot haga, ajouté au nom, signifie plutôt habitant. Et il prend soin de préciser que Tiohtià:ke ronon veut dire habitant de Montréal. En clair, selon eux, le mot Tiohtià:ke désignerait vraisemblablement l'emplacement d'un canal. Il référerait possiblement au canal de dérivation mis en chantier, mais inachevé par les Sulpiciens entre 1689 et 1701, l'année de la paix de Montréal, et canal mis en chantier pour éviter les rapides de la Chine. Relancé durant la première moitié du 19e siècle, ce projet de route d'eau, de canal, aboutira au creusage du canal La Chine, mis en chantier en 1824 et complété en 1828. Canal, à moins que le mot Tiohtià:ke ne renvoie peut-être, ou plutôt, à un passage, à un corridor sur l'île. Peut-être le col du chemin de la Côte-des-Neiges qui contourne le flanc ouest du Mont-Royal. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est à quand remonte la première occurrence connue et documentée du toponyme Tiohtià:ke. Précisons sur ce point quant à la première occurrence du toponyme documenté sur un support écrit, là où une des plus anciennes mentions du mot Tiohtià:ke sur un support écrit date de la seconde moitié du 17e siècle et a été rapportée d'une façon plutôt cryptique par un observateur de la scène iroquoise, le jésuite Jacques Bruyas. Alors, Bruyas, lui, a été missionnaire pendant 46 ans chez les Cinq Nations et particulièrement à Kahnawake. On dit de lui que c'est un linguiste chevronné
auteur d'une grammaire française mohawk, élaborée entre 1672 et 1700. Et Bruyas donne un sens pour le moins énigmatique au toponyme Tiohtià:ke, en l'incluant dans la formulation d'une phrase interrogative et en l'écrivant en 2 mots. Vous pardonnerez la prononciation. Genon te jone te contaqua Tiohtià:ke. C'est une phrase dans laquelle on retrouve le toponyme. Bruyas nous laisse néanmoins dans le flou, dans le vague, quant à la signification de Tiohtià:ke. Il se limite plutôt à transposer la question d'une langue, du mohawk, à l'autre, au français, et à traduire son énoncé par la phrase « Qu'est-ce qui arrête le monde à Montréal? » Qu'est-ce qui arrête le monde à Montréal? Qui sait? La réponse, cependant, se trouve peut-être dans d'autres dictionnaires ou lexiques franco-iroquois du 17e siècle qui resteraient à écumer. Maintenant, au mi-temps, au milieu du 19e siècle, lorsque le fondateur de l'anthropologie américaine, Lewis Henry Morgan, dressera une carte offrant une reconstitution de la géographie historique de l'Iroquoisie, il va lui greffer un répertoire toponymique. Alors, ce que Morgan a fait, et c'était pour démontrer aux Américains que ceux qu'on appelait les Iroquois, les 5 nations, occupaient vraiment le territoire, c'était chez eux. Alors, il a recensé les noms de lacs, de rivières, les noms de lieux dans les différentes langues iroquoises. Et à sa carte, il va annexer un répertoire toponymique. Alors, ce document cartographique correspondant au territoire des 5 nations vers 1720 et le répertoire toponymique qui l'accompagnait allait être inséré en annexe de la monographie League of the Haudenosaunee or Iroquois, publiée en 1851, comme vous le savez, et qui fera date. Morgan, américain, anthropologue, anglophone, pour préciser, il a enregistré notamment le mot mohawk Doteaga. Je l'écris textuellement. Doteaga pour identifier l'île de Montréal. Et il a pris soin d'indiquer que sa signification était « almost broken », presque brisé. Et ça, c'est important. Or, est-il besoin de mentionner, Lewis Henry Morgan a déjà séjourné à Montréal, au moins à une occasion. En 1857, le 17 août, ce juriste américain devenu de renom, devenu le père de l'anthropologie américaine, a d'ailleurs fait 2 présentations au symposium 11th Meeting of the American Association for the Advancement of Science, qui s'est tenu
tout près d'ici, au Palais de justice de Montréal, situé rue Notre-Dame. Comme Morgan a livré ses communications dans le même atelier, à l'Tremblay, en passant, le géologue, dans le même atelier que le géologue et recteur de l'Université McGill, John William Dawson, qui conduira en 1860 des fouilles archéologiques au sud-ouest du campus McGill sur le site iroquoien qui porte aujourd'hui son nom, le site Dawson. On déduit que les deux chercheurs se connaissaient bien et qu'ils ont entretenu une correspondance. Correspondance qu'il faudrait éplucher peut-être en allant au musée de Rochester, où sont archivés tout ce que Morgan a pu écrire et recueillir, aussi collectionner. On peut présumer également que lors de ce séjour à Montréal, Morgan a possiblement échangé avec des informateurs, comme c'était son habitude, Mohawks, à Ganawake et peut-être aussi à Kanesatake. On conviendra ici que le toponyme d'Oteaga s'apparente sensiblement et étrangement au nom Hochelaga et réfère possiblement à la topographie de l'île, au secteur du chemin de la Côte des Neiges, peut-être, qui contourne le flanc ouest de la montagne. On sait, par ailleurs, qu'une des significations attribuées au nom iroquoien Hochelaga, consigné au 18e siècle par le militaire J.C.B., que le nom Hochelaga, consigné en 1535 par Jacques Cartier, la première fois, pourrait peut-être être entre deux monts et pourrait peut-être référer au même secteur de la montagne. Somme toute, et pour conclure, je dirais que la toponymie iroquoienne relative à Montréal soulève deux grandes questions. Je ne prétends pas avoir la réponse, je la cherche. Comme les Ganyenkeaga la cherchent aussi, ou peuvent peut-être l'avoir trouvée. Les deux questions sont les suivantes, finalement. Pourquoi les Ganyenkeaga ne désignent-ils plus l'île de Montréal par le nom d'Oteaga, tel que nous rapporte Morgan? Et ma deuxième question, c'est à partir de quand le mot Tiohtià:ke a-t-il commencé à subir un glissement de sens? Ça, c'est mes deux questions. Serait-ce que la tradition orale iroquoienne, toujours mouvante, parfois contradictoire, comme les textes historiques, comme les documents, il ne faut pas perdre de vue, quand on fait de la recherche en ethno-histoire, qu'avec de l'encre, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, ou presque. Donc, même les textes sont sujets à la critique. Donc, serait-ce que la tradition orale iroquoienne, toujours mouvante, parfois contradictoire, est constamment en train de s'adapter aux différentes circonstances et aux différents publics? Je dis bien, je me pose la question. Je ne prétends pas avoir la réponse. Et j'ajouterai en terminant que c'est dans le respect des opinions et dans la diversité des interprétations que nous parviendrons à une compréhension plus objective et à une intelligence sans cesse plus complète des relations entre colonisateurs européens et peuples autochtones
et à une réconciliation durable entre nous. Merci. Thank you for your attention.